Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce podcast Féministes Ensemble, renouvelons la discussion. C'est présenté par le Comité de la Journée internationale du droit de la femme de la MRC de Drummond afin de sensibiliser sur les enjeux féministes. Je me présente, je m'appelle Coralie Laperrière, je suis humoriste et je suis également animatrice d'un podcast féministe, moi aussi, qui s'appelle Farouche, que vous connaissez peut-être. Alors, cet événement est organisé par le Comité des droits des femmes, qui est formé de représentants et représentantes du communautaire et syndical, que je vais nommer comme suit. Donc, le CALAC La Passerelle, de la SDC Drummond, de la Maison des femmes de Drummondville, de Partance, du Centre d'emploi pour les femmes, de la Rose des Vents, du syndicat des enseignants du Cégep de Drummondville, qui est également un partenaire financier et où on se trouve présentement, de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec et de Trans MCQ. On remercie également les partenaires financiers, donc Desjardins Caisse de Drummondville, André Lamontagne, député de Johnson, Martin Champoux, député de Drummond, le syndicat des enseignants du Cégep de Drummondville, le SERD, la Maison des femmes de Drummondville et Emblème Communication. Pour commencer le podcast, en fait, il y a eu l'année passée des échanges épistolaires de personnes de la MRC Drummond qui a amené la création de ce recueil de textes qui s'appelle Génération engagée, qui sont des correspondances féministes interconnectées qui étaient avec différentes personnes de différentes générations qui se répondaient avec des correspondances. Ça a créé ce recueil-ci. Et c'est un texte, il y a un extrait d'un des textes qui a inspiré le thème du podcast. Alors, je vous lis un extrait, un texte de Esther, qui dit ceci. « Plus que jamais, le féminisme est nécessaire. Cependant, face à tant de jeunes filles et hommes dubitatives ou carrément méprisantes du concept, un constat s'impose. Doit-on renouveler encore une fois le féminisme ou plutôt tenter de comprendre la cause de cette posture afin de sensibiliser à travers leur propre réalité? » Donc, on va regarder ça ce soir. Est-ce qu'on renouvelle le féminisme? Où se passe le féminisme? Qu'est-ce qui se passe avec le féminisme? On fait le point avec les invités qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. On va vous entendre à l'enregistrement. Alors, bonjour, je vais commencer en ordre comme ça. Donc, Maude Michaud, bonjour, autrice, conférencière féministe. Tu es aussi sur les réseaux sociaux. Tu animes la balado Guerrière, autrice de plusieurs livres. Bonjour, Maude. Eh bien, bonjour. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Oui. Maintenant, Anne-Marie Gagné, qu'on connaît sur les réseaux sociaux sous le nom Poétrie Panacée, avec le petit utérus, en tout cas, si vous avez la référence. Elles ont la référence. Ou elle rit de moi, ça se peut. Donc, tu fais du contenu féministe, tu es aussi doctorante en philosophie et tu t'intéresses aux questions féministes des femmes et de leur corps. Bonjour, Anne-Marie. Merci. Merci tout le monde de m'avoir invitée. Et finalement, Jean-Marc Dalphond, oui, il y a un homme sur la scène, tout le monde, pour parler de féminisme, mais ça va fitter, vous allez voir. Donc, Jean-Marc, tu es acteur, metteur en scène et tu es derrière la création du théâtre documentaire Projet Polytechnique. Oui, je vais faire comme vous et vous remercier de m'inviter. Et là, c'est sûrement un... Il y a un problème de micro, ce n'est pas sa voix. C'est ça, c'est weird, hein? Ouais. Là, je l'entendais pas. Puis là, mettons, tu parles, là. Là, mettons que je parle dans le micro. Ouh. C'est pas ma voix. Ah oui. C'est ma voix. Alors, si jamais le technicienne nous entend, pour peut-être changer soit la batterie ou il est derrière. Bon, voilà, les hommes sont silencieux. C'est un événement féminisme. Et le micro a décidé qu'on n'entendait pas parler ce soir. Et non, on va changer ça. Pauvre Jean-Marc, il est comme, OK, ça va être correct. Bon, vous voyez, l'humoriste n'est jamais loin. Fait que quand il va y avoir un moment de même, c'est là que je vais sortir mes jokes. Fait qu'on va commencer, puis Jean-Marc, tu nous feras des signes. Non, on va se passer le micro. On peut rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, j'aimerais ça quand même. Là, je vous ai présenté de façon très... on entend le micro derrière.
c'est très normal tout ça, tout le monde. Donc, j'aimerais ça que vous vous présentiez juste parce que j'ai fait des présentations comme c'est écrit genre sur votre page Wikipédia. Je sais pas si vous avez une page Wikipédia, mais c'est très bio. Mais j'aimerais ça que vous vous présentez pour les gens qui vous connaissent pas plus en détail. Comment vous vous présentez à des gens qui ne vous connaissent pas, Maude? Eh bien, en fait, mon nom, c'est Maude et je suis effectivement conférencière et autrice féministe. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que je suis aussi la fondatrice de la plateforme La Parfaite Maman Cinglante, qui est une plateforme qui a vécu pendant une bonne dizaine d'années et dont l'objectif était de faire comprendre aux mères que, ben non, c'est pas facile tous les jours la maternité, c'est normal et c'est correct. Et c'est après 10 ans d'existence de cette plateforme-là que, un peu tannée de parler de maternité, de la vivre et d'en parler et de travailler là-dessus au quotidien, je me suis demandé ce que j'allais faire et par un concours de circonstances et de lecture, j'ai commencé à m'attarder beaucoup plus à ce que vivaient non plus seulement les mères, mais les femmes plus largement en frais d'inégalité. On en avait déjà parlé un petit peu avec la charge mentale et le partage des tâches dans les familles avant. Mais j'ai vraiment réalisé à quel point on était loin du compte. Et depuis ce temps-là, ben, je consacre la plus grande partie de mon temps à parler d'inégalité. Et sinon, je suis aussi intervenante dans un organisme qui offre l'éducation à la sexualité dans la capitale nationale. Donc, j'accompagne les écoles, les intervenants, les entreprises au quotidien aussi, entre autres avec notre dossier masculiniste en ce moment. Voilà. Ouais. Mais, allez-y. Anne-Marie, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas? Ben, c'était quand même un excellent résumé. Je dis le petit utérus, toi aussi. Le petit utérus, c'est quand même on me reconnaît facilement avec ça, généralement. C'est ça, je fais surtout de la création de contenu féministe en lien avec l'actualité. Donc, j'essaie de montrer à travers une plateforme, qui est un petit peu plus... qui vient rejoindre peut-être un petit peu plus un grand public, un public qui ne s'intéresserait pas nécessairement ni au féminisme ni à l'actualité, mais qu'en mélangeant les deux, en analysant l'actualité sous un angle féministe, ben là, ça donne une espèce de pertinence au féminisme, ça vient l'ancrer dans le réel, puis ça permet de voir que c'est pas juste des madames fâchées qui crient dans la rue, tu sais, qu'au final, ben, ça vient se mobiliser dans notre quotidien. Donc, voilà. Parfait. Jean-Marc? Oui, allez-y. Oh! Quel beau public ce soir à Drummondville. Jean-Marc, ton micro fonctionne? J'espère. Ah! Oui, ça fonctionne. Le voilà. Donc, Jean-Marc, comment tu te présenterais aux gens qui ne te connaissent pas? Généralement, je me présente très mal. On s'essaie. Ça me gêne. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? En Ben, tant qu'homme, ce soir. J'allais dire, en fait, que je me suis toujours défini féministe depuis ma tendre enfance. J'ai toujours considéré que j'étais féministe. Puis j'ai réalisé avec le projet Polytechnique, en fait, que c'est les événements de la vie qui m'ont amené à comprendre c'était quoi être un féministe, parce que à 16 ans, ben, j'ai appris que ma cousine faisait partie des 14 victimes de Polytechnique. Et puis, avec le projet Polytechnique, ce que j'ai fait, en fait, c'est travailler pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette haine-là envers les femmes, qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux à cause du contenu masculiniste. Et c'est là que j'ai fait la découverte de gens qui appellent Marc Lépine le prophète. Oh là là! OK, mais on va revenir là-dessus, clairement, sur ça. Allez-y. Bien, écoutez, question pour mettre la table. Justement, qu'est-ce que ça représente, le féminisme, pour vous? Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire féministe? Bon. Je commence-tu? Vas-y. On est là, on est en... Ben moi, je dirais que ça a beaucoup évolué dans le temps. Quand je dis qu'à la fin de Parfaite Maman Cinglante, je suis allée de découverte déconcertante en découverte dégrandissante, c'est pas à peu près. Et pendant, je dirais, les presque 2 années qui ont suivi, j'ai été tout le temps maudite. C'est pas compliqué. Par l'actualité, par tout ce que je découvrais chaque jour, j'étais de plus en plus fâchée. Et la colère est complètement valide, soit dit en passant, là, loin de moi l'idée de dire le contraire. Mais ça a changé cette année. Ça a évolué, justement. J'ai constaté à quel point il y avait des inégalités, puis ça n'avait pas de bon sens qu'on ne s'en rende pas compte ou qu'on ait intériorisé que c'était correct, parce que c'est beaucoup là où on est rendu aujourd'hui. Hein, on a les droits sur le papier, mais dans les faits, tous les jours, si on prend vraiment le temps de s'arrêter, on se rend compte qu'on vit plein d'affaires qui n'ont pas d'allure. Et ça a été la partie colère. Puis tranquillement, pas vite, justement, en travaillant plus avec des jeunes, avec des hommes, avec vraiment beaucoup de gens au quotidien, mon féminisme s'est adouci. Mon féminisme se veut
rassembleur aujourd'hui. Il veut inclure les hommes et les femmes, parce que le féminisme, c'est supposé d'être l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'est pas juste question des femmes dans ce concept-là, même s'il porte le mot féminisme. Et on se rend compte à quel point, finalement, aujourd'hui, même si c'est les femmes qui ont le plus de chemin à parcourir encore, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur les hommes. Et tout ça fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à atteindre nos objectifs. Donc, aujourd'hui, je suis dans une approche qui est rassembleuse. J'ai envie qu'on soit capable de tous s'écouter et de tous se comprendre. Et je pense qu'on en a grandement besoin dans un contexte de polarisation comme celui qu'on vit en ce moment. Donc, c'est là où j'en suis, point de vue féministe. Puis, est-ce que c'est à cause de tes recherches sur le masculinisme, tu disais que tu t'intéresses à ça de plus en plus, est-ce que c'est ça qui a fait évoluer ta position? Tellement, tellement. Et la lecture du livre que je recommande à tout le monde, Pour l'amour des hommes, de Lise Plank. Si vous n'avez pas eu la chance de lire ça jusqu'à maintenant, faites-le. Ça fait énormément de bien de lire ce livre-là. Je trouve que c'est ça. Ça vient nous rassembler, justement, puis nous faire comprendre que, dans le fond, cette lutte-là, c'est vraiment une lutte pour le bien-être de tout le monde. Tout est pas mal parti de là, et depuis, justement, de toutes les découvertes ou les recherches que j'ai pu faire pour me rendre compte à quel point, premièrement, tout le monde est beaucoup plus parlable qu'on pense. Tu sais, des fois, on a l'impression, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mon Dieu, le monde sont plus nuancés, sont à droite complètement, sont à gauche. Non, les gens sont beaucoup plus au centre qu'on pense, et c'est dans l'ouverture qu'on va pouvoir avancer ensemble pour l'atteindre, cette égalité-là, et atteindre ces droits-là, finalement, auxquels on a droit depuis toujours. Voilà. Cool. Anne-Marie, qu'est-ce que ça représente le féminisme pour toi? Comment t'es devenue féministe? Je me rappelle en 2017, je terminais mon baccalauréat en enseignement au secondaire, puis dans un de mes cours, il y a un prof qui a posé la question « Levez la main ceux qui se considèrent féministes », et j'ai pas levé la main. À ce moment-là, c'était pas tant un enjeu qui m'intéressait, puis ça fait quand même 10 ans, mais tu sais, j'étais quand même à la fin de mon parcours, non, pas vrai, j'allais dire fin de mon parcours universitaire, je suis encore là après 10 ans, là, mais, mais le fait de voir des gens lever la main, dont beaucoup d'hommes, dans mon cours, ça m'a vraiment fait réaliser, OK, là, je pense que j'ai du retard là-dedans, puis ça n'a pas de bon sens, surtout en tant que femme qui est dans des études supérieures, qui fait des choses que là, 100 ans, ça n'aurait même pas été possible, tu sais. Fait que c'est fou de ne pas s'intéresser à ça. Fait que je me suis mis, tu sais, un peu comme tout le monde, tu sais, à commencer à écouter des podcasts, à lire et tout, puis à réaliser que finalement, ben, il n'y a rien qui fait plus de sens que l'égalité. Puis à partir du moment où est-ce qu'on se permet de l'incarner haut et fort, tu sais, je trouve ça super le fun, tu sais, d'avoir un homme avec nous qui se dit haut et fort féministe, parce que dans la bouche de beaucoup de personnes, et surtout beaucoup d'hommes, ben ça roule un peu dans la bouche. On a comme l'impression que ça vient avec beaucoup de préjugés, ça vient avec une espèce d'appréhension de ce que c'est, avec les gros stéréotypes, mais finalement, ça veut juste dire, tu sais, qu'on veut être égaux, ou du moins qu'on aspire à l'être. Tu sais, l'égalité, ça reste une utopie, mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin pour atteindre, en tout cas, le minimum. Et donc, pour moi, être féministe, c'était super important, mais c'était pas suffisant, du moins pour moi. Je voulais vraiment aller plus loin là-dedans. Je voulais utiliser des compétences que j'ai en communication, notamment grâce à mon bac en enseignement, mes compétences en éthique, parce que j'ai fait ma maîtrise en didactique de l'éthique. Voyons, Coralie l'a mentionné, je suis au doctorat en philosophie, donc de pouvoir mobiliser des compétences que pas nécessairement tout le monde a, mais d'être capable justement de verbaliser des choses qui peuvent avoir de l'air comme super abstrait pour des gens. Puis, tu sais, tu parles de féministes, tu as l'impression qu'il faut se mettre à lire plein de livres. Ben non, tu sais, c'est juste d'être capable de reconnaître que dans la vie de tous les jours, on vit des inégalités, de mettre des mots là-dessus, puis après ça, d'être capable de se représenter, là, tout ça. Fait que, donc, mon féminisme, c'est juste un féministe du quotidien, finalement. Cool. Et Jean-Marc, toi, tu l'as dit un petit peu que tu as toujours été féministe, mais qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui fait que, justement, là, tu le dis de façon plus publique, peut-être, maintenant, depuis le projet de Polytechnique? Ben, tu sais, là, je suis comme le vieux, ça la scène. Quand même 52 ans. Puis, je me souviens, au secondaire, tu sais, d'entendre parler de la naissance du mouvement féministe. Tu sais, je veux dire, 1989, c'est l'âge d'or du mouvement féministe au Québec, au Canada. C'est la cause de Chantal Daigle. Fait que, tu sais, dans les journaux, on en entendait parler des féministes qui brûlent leurs brassières. Fait que moi, j'ai été hébergé là-dedans quand j'étais plus jeune. Puis, instantanément, le soir du 6 décembre, quand en fait, le lendemain, quand on a appris le décès d'Anne-Marie, j'avais pas besoin qu'on m'explique pourquoi que ma cousine était morte puis que les 13 autres étaient mortes. C'était clair.
Mais ça a quand même pris 30 ans au Québec à l'écrire sa place du 6 décembre. Ça fait que, avec le projet, moi, je me suis dit, ben, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit, tu sais, c'est pas un combat contre quelque chose. C'est une cause pour l'égalité homme-femme. Et puis, ben, on a été bercé longtemps dans c'est un combat des femmes, mais c'est le combat de tout le monde. T'sais? Fait que moi, je me disais, avec le projet Polytechnique, ce que j'ai décidé de faire avec l'équipe, le porte-parole, puis ma co-autrice, Marie-Joanne Boucher, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de soulever toutes les questions qui étaient encore pertinentes à se poser par rapport à l'attentat de Polytechnique, et puis d'accepter de me livrer, moi, sur scène, comme l'être humain que je suis, en vous présentant les victimes, notamment ma cousine, pour qu'elle devienne votre cousine, puis qu'à travers l'effet de catharsis qu'on reçoit au théâtre, bien, que soudainement, les gens sont capables d'entendre un peu plus le combat, l'importance de la réelle égalité homme-femme. Moi, c'est une statistique qui me glace le dos. On finissait le spectacle. La dernière image du spectacle, il y avait un écran de projection, puis la phrase disait « Depuis qu'on a commencé à travailler sur le projet Polytechnique, le 6 décembre 2018, 921 femmes au Canada sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. » Puis on publiait leur nom sur l'écran, puis à un moment donné, bien, il y en a tellement que ça devenait un écran blanc. Puis, en théâtre, c'est bien rare qu'un livre devienne un best-seller. Ça n'arrive pas. Mais on est rendu à notre 3e édition. Wow. Puis, après 3 mois, le livre était déjà épuisé, fait que l'éditeur a reparti une impression. Puis moi, j'ai appelé l'éditeur, j'ai dit, ben, il faut qu'on soit conséquent. Puis on a ajusté la liste. Puis en 3 mois, il a fallu rajouter 60 noms. Et puis là, le livre vient d'être réimprimé. Et en 1 an et demi, il a fallu rajouter un autre 230 noms. C'est important qu'on se questionne puis qu'on agisse tout le monde ensemble. Moi, je suis juste là pour ça. Wow. Excusez, mais non, mais c'est troublant. Mais non, mais on peut pas parler de féminisme sans parler de la violence faite aux femmes. Puis on dirait que j'ai envie justement de vous entendre là-dessus. Vous avez chacune votre façon de passer votre message différemment. C'est quoi les avantages vous trouvez de votre médium? Donc, que ce soit les livres, les balados, les réseaux sociaux, le théâtre. Qu'est-ce qui fait que... c'est ça, qu'est-ce qui vous aide à passer le plus votre message, vous pensez? Bien, moi, je dirais en ce moment que c'est plus dans mon rôle d'intervenante pour l'organisme pour lequel je travaille que je le fais. En allant parler, on en parlait un peu plus tôt justement avec les jeunes de masculinisme, entre autres. Donc, vraiment de pouvoir aller prendre le pouls sur le terrain, de voir comment les jeunes se sentent par rapport à ça, de remettre en question aussi des choses qu'ils prennent pour acquis ou dont ils ont juste un côté de la médaille sur les réseaux sociaux sans connaître l'autre. Donc, je pense que ça, c'est de 1. Et de 2, en modifiant mon discours qui a beaucoup évolué en même temps que ma colère, ça a suivi un peu le même chemin, c'est correct. À chacun son parcours, mais en faisant ce qu'il faut pour avoir un discours qui est rassembleur. Tu sais, je donne des conférences. Là, en ce moment, j'en donne beaucoup des conférences en lien avec la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est très important pour moi, dans tous les sujets que j'aborde, que s'il y a des hommes qui sont présents, et il n'y en a jamais beaucoup. Hein? Il n'y en a jamais beaucoup. Après ça, qu'il y en ait plus. Mais je comprends pourquoi il n'y en a pas plus non plus. Mais que ce soit des propos qu'ils vont comprendre et une discussion dans laquelle ils vont se sentir eux aussi accueillis. Puis je pense que, comme je le nommais plus tôt, vous allez me trouver bien tannante avec ça, je reviens toujours à ça. Mais dans notre contexte actuel, où on voit vraiment comme un fossé se creuser entre beaucoup d'hommes et de femmes, je pense que ça fait du bien de revenir à ça. Donc moi, c'est avec cette posture-là, je pense que je sens que je peux faire vraiment une différence. Anne-Marie, les réseaux sociaux surtout, je pense, ouais. Définitivement les réseaux sociaux, principalement TikTok, qui est qui est une application qui permet quand même d'être vraiment toujours dans la mouvance de l'actualité. Justement, c'est tellement quelque chose qui se consomme vite, rapidement. Tu as besoin d'être vraiment dans ce qui se passe en ce moment. Puis dès que c'est quelque chose qui
qui est d'actualité, que tout le monde en parle, ben là, c'est ça qui accroche. Puis donc, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui venait chercher les gens. Tout le monde a envie de parler de, bon, cette semaine, c'est angine de poitrine. Là, ça va peut-être être décalé par rapport à quand le podcast va sortir. Mais tu sais, c'est d'aller chercher des choses qui se passent en ce moment, que les gens, justement, sont accrochés à ça. Puis donc, être capable, tu sais, de l'ancrer dans qu'est-ce qui est féministe. Bon, tout n'est pas féministe, mais presque, honnêtement. Quand on se met à analyser ça, il y a beaucoup plus de choses qu'on pense. Puis c'est ça, puis c'est d'aller parler aux gens avec des mots qu'ils comprennent, c'est d'aller parler aux gens avec des situations qu'ils ont déjà vécues aussi. C'est pas d'y aller avec des grands concepts super abstraits, parce que là, tu sais, ça vient parler à personne. Puis ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est le fait de parler avec du vrai monde, avec des exemples qui vont justement venir faire du sens pour eux. Et donc, d'être capable, après ça, quand ils vont revivre d'autres expériences similaires, quand ils vont voir d'autres actualités similaires, de faire comme « Ah, OK, là, je suis capable là, de l'analyser avec cette loupe-là féministe, de le regarder avec un autre verre que je l'aurais peut-être pas regardé autrement. » Donc, moi, c'est vraiment la manière que je trouve qui est le plus efficace, du moins pour moi. Puis Jean-Marc, là, c'est le théâtre, on est ailleurs. Oui, parce que c'est ça mon médium, tu sais, je suis comédien, fait que... mais en même temps, j'avais jamais écrit, tu sais. Puis c'est une pièce de théâtre documentaire, donc en fait, c'est vraiment une recherche citoyenne. On a rencontré on a fait plus de 100 entrevues, Marie-Joanne et moi, puis c'est le verbatim de ces entrevues-là. Là. Il y a, des fois, les gens venaient voir le spectacle, puis ils me disaient « s'il te plaît, rassure-moi, là, dis-moi qu'il y a de la fiction dans ce que tu nous as présenté. » Puis je faisais « Non. Oh, okay. Non, tu sais, je veux dire, le seul moment où dans le texte, il y a de la fiction, tu sais, parce que tantôt, je disais, c'est important, tu sais, d'utiliser ma position de gars, tu sais, pour être capable de véhiculer ce message-là, d'accepter que les gens me voient sur la scène en tant que Jean-Marc qui pleure sa cousine, tu sais. Mais tantôt, je disais, ben, tu sais, ça a pris 30 ans au Québec à reconnaître l'attentat antiféministe, mais ce qu'on a fait avec le projet, c'est aussi que je me suis regardé moi-même, parce que même moi, pendant 30 ans, je pensais que ma cousine, c'était la fille qui était morte sur la fameuse photo du Montreal Gazette. Parce que dans la famille, le message s'est passé vite. Ma tante Suzanne, elle a reçu le journal, puis elle a fait « Hey, c'est Anne-Marie sur le front page de la Gazette, regardez pas ça. » Ça fait que même moi, je n'étais pas capable de regarder en face qu'est-ce qui était arrivé ce jour-là. Fait que il fallait que je fasse ce chemin-là pour que les spectateurs le fassent avec moi, tu sais, pour finalement apprendre que c'est pas ma cousine qui était sur la chaise, mais ça n'a pas d'importance, tu sais. Puis, avec le théâtre, ce que j'ai voulu faire, en fait, mon féminisme théâtral, il est beaucoup dans l'éveilleur de conscience. Moi, le soir du 6 décembre 2018, j'ai publié le nom des filles sur les réseaux sociaux pour leur rendre hommage, comme je fais à chaque année. Puis, cette année-là, il y a du monde qui m'ont écrit qu'elles avaient mérité leur sort, puis qu'elles avaient couru après, puis qu'elles méritaient chacune des balles qu'elles ont reçues. Ça fait que moi, je pensais que ces filles-là, c'était des intouchables, tu sais. Mais de toute évidence, non. Puis j'ai commencé le projet, en fait, puis là, évidemment, vous savez de quoi je parle, mais tu sais, je vous demanderais, mettons, d'être honnête avec vous-même dans votre tête, mais les premières entrevues que je faisais, j'appelais le monde, puis je disais, si je veux parler d'Anne-Marie Edward, de quoi je veux parler? Si je veux parler d'Anne Turcotte, de quoi je veux parler? Si je veux parler de Marc Lépine, de quoi je veux parler? Tu sais, ça fait que... Puis là, ben, avec le show, c'est ça qu'on a fait. C'est qu'on ouvre les yeux au monde. Tu sais, tout le monde entend parler du masculinisme, mais personne n'a conscience à quel point c'est hyper fort, c'est hyper présent. Tu sais, tantôt, tu parlais de TikTok. Moi, je me promène dans les écoles, puis j'amène les jeunes à se questionner sur comment ils consomment TikTok. Puis il y a un trend à un moment donné qui, moi, me donne frette dans le dos. Tu sais, c'est les 5 affaires qu'il faut que tu tailles dans la vie pour réussir à tout coup. Puis là, la première affaire, c'est une liste de 5, c'est facile. T'sais. La première affaire, il faut que tu aies une bonne job. OK, c'est bon, yeah, c'est cool, OK, yeah, on va y arriver. Deuxième affaire, il faut que tu aies une blonde qui est stable émotionnellement. Ah, tabarnak. Je pourrais jamais me rendre au bout de la liste. Je pourrais jamais réussir. Puis là, je fais comme, ben, c'est pas drôle. C'est pas drôle, les jeunes. Mais ça se passait beaucoup. Bref, c'est ça. Wow.
Puis, justement, parlons-en. Dans le fond, vous vous intéressez tous un peu au masculinisme, dans le fond. C'est quoi votre constat de 2026 sur les masculinistes? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, j'ai envie de dire? Puis aussi, peut-être pas juste qu'est-ce qui vous fait peur, mais c'est quoi la brèche où vous pensez qu'on peut combattre ce masculinisme-là? Ben moi, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non. Puis je sais, là, bon, il y a récemment eu le rapport de recherche qui était commandité par la FAE qui est sorti, qui dit qu'il y a une hausse des propos masculinistes. Puis on le sait, là, ça, c'est un fait, là, c'est évident. Là, je ne vais pas faire semblant qu'on vit dans un monde de calinours où c'est pas le cas. Mais pour me promener dans les écoles, pour parler avec beaucoup de jeunes en ce moment, oui, il y a ces propos-là qui sont tenus hors de tout doute, mais ils sont beaucoup rapportés justement par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur de tout ça qui sont en quête de leur identité masculine, puis on est en train effectivement de remettre ça en question. Là. Être un vrai gars, c'est quoi? C'est une performance, hein? Ça l'a toujours été et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc même si on dit « soyez doux, soyez gentils, pleurez un peu », moi j'adore dire ça en conférence. On dit que non, aujourd'hui, les gars peuvent être qui veulent, parfait, mais si tu es une fille hétérosexuelle, est-ce que tu préfères avoir un partenaire plus grand que toi? Bon, il y en a une couple que oui. Mon chum mesure 6 pieds, je ne tire la pierre à personne. Mais un gars qui pleure, tu te lames. Tu es en écoutant un film, c'est cute. Mais un gars qui partirait d'un bouillon de pleurs 2 fois par semaine, t'en penses quoi? Là, d'habitude, les gens ont un rire gêné. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les hommes ont le droit d'être sensibles et vulnérables, mais à une certaine dose et à certains moments seulement. On l'a vu avec le gardien de but qui a pleuré au mois de novembre parce qu'il a perdu une partie, le gardien de but du Canadien, si je ne me trompe pas. Jacob Debèche. Je le sais, mon gars, il en a parlé. Ben voilà. Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? Bon, il y a des gens qui disaient c'est cool, enfin, on voit un homme qui pleure, d'autres qui trouvaient que ça n'avait pas rapport. Mais j'ai entendu des commentateurs sportifs dire, et ça m'a fait capoter, moi, je trouve ça correct qu'un gars pleure dans un contexte comme ça, mais dans une série. Là, c'était pas une game. Et là, qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit que, oui, les hommes peuvent pleurer ou être sensibles, mais dans un certain contexte. Moi, je pense que la montée du masculinisme qu'elle nous montre en ce moment, c'est qu'on a un travail à faire par rapport à la déconstruction des stéréotypes qui pèsent encore sur les garçons aujourd'hui. Ça vient répondre à ce besoin-là. Fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est, oui, quand on a adressé le problème, c'est évident, il y en a un. Mais là, plutôt que juste essayer de faire taire tout le monde, il va falloir essayer de comprendre pourquoi ça répond à un besoin puis comment on peut régler ça autrement. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose en soi. Ce qui sera mauvais, c'est peut-être la manière dont on le gérera dans l'avenir, justement. Je pense qu'il faut rattraper ça à grands coups de bienveillance, prendre un pas de recul puis les écouter, nos jeunes garçons, par rapport à leur réalité. Je pense que c'est là qu'on est. Puis si on fait ça, ça va bien aller. Puis, t'as-tu aimé le film Barbie à cause de ça? C'était très là-dessus, c'était très sur les hommes qui s'identifient vraiment juste à leur rapport aux femmes. Puis c'était un peu comme il faudrait que les Ken se forment une identité sans les femmes. Mais honnêtement, j'avais jamais fait, évidemment, on le voit dedans, j'avais jamais fait ce parallèle-là de cette manière-là. Donc, oui, définitivement, mais on ne montre pas vraiment à quel point ça pèse sur leur dos, les stéréotypes. Ils ont l'air cave. On va pas se mentir, ils ont surtout l'air cave. Là. Puis ça, c'est intéressant. Là. Si on regarde les films avec des pères dedans, en général, ça a toujours l'air de des jambons, eux autres aussi, en général. La façon dont on dépeint les hommes, qui montrent de la sensibilité et de la vulnérabilité, même dans nos médias, même ailleurs, est très ordinaire. Fait que tout ça renvoie des messages contradictoires où le masculinisme vient juste mettre un plaster sur le bobo puis dire aux jeunes en quête d'identité, gars, laissez tout faire ça, là, suivez le modèle, soyez fort, viril, puissant, vous allez faire de l'argent, vous allez avoir une blonde, tout va bien aller. Puis je pense que c'est ça qu'il faut adresser en ce moment. Il faut prendre ce pas de recul-là par rapport à nos jeunes, pas juste chercher à les faire taire ce qu'ils sont en train de dire, qui est problématique, il faut le recadrer, c'est sûr, mais voir par quoi on peut le remplacer puis quel chemin on peut prendre pour y arriver. Puis je pense que si on arrive à faire ça, comme je le nommais plus tôt, non seulement on va aider nos jeunes garçons, mais on va se rapprocher de l'égalité aussi. C'est intéressant. Anne-Marie, comment tu vois ça, la montée du masculinisme, surtout sur les réseaux sociaux? J'imagine que tu reçois pas mal de commentaires. Comment tu te défends, tout ça? Pour venir rejoindre ce que Maud disait, je pense que ce qui fonctionne beaucoup en ce moment avec le masculinisme, c'est la simplicité du message et donc son efficacité. Le message est simple, ça commence d'une manière un peu insidieuse avec « entraîne-toi, fais attention à toi », sois justement quelqu'un qui est fort, qui est disponible pour les gens autour de toi, protège les gens autour de toi. Ça a l'air super positif, tu sais, puis c'est comme ça qu'ils viennent chercher, tu sais, surtout les jeunes au début, parce qu'ils sont comme, OK, tu sais, les jeunes, ils veulent apprendre justement, mais comment ça marche si je vais essayer d'aller creuser les filles, non. Puis là, tranquillement, pas vite, on les amène un peu plus loin
à justement, vous l'avez mentionné, on sépare beaucoup les hommes et les femmes en 2 catégories qui sont mutuellement exclusives. Si les femmes sont douces et délicates, les hommes doivent être forts et protecteurs et dominants. Les femmes doivent être soumises, les hommes doivent être... ils ont des capacités de leadership parce qu'ils sont rationnels. Les femmes, plus dans l'émotionnel, ils sont pas capables de prendre des responsabilités comme ça, mais c'est parce qu'on veut prendre soin d'elles. Donc, on invente plusieurs mythes. On invente un narratif dans lequel les hommes et les femmes ont une place prédéterminée dans la société par rapport à leur biologie, puis on tape sur le clou constamment. Et donc, on vient créer des hommes... les masculinistes viennent créer des hommes qui vont chercher justement à rentrer dans ce modèle-là, dans cette espèce de modèle qui est très simple finalement à s'y conformer, mais après ça, quand on fait ça, c'est qu'on oublie toutes les nuances, on oublie toutes les possibilités qui existent à l'extérieur de tout ça. Donc pour moi, ce qui va être important de faire, ça va être surtout d'offrir des modèles aux jeunes qui se basent aussi sur cette simplicité-là, parce que si on commence à leur parler de schémas, puis de nuances, puis de concepts, on va les perdre, les jeunes, OK? On veut arriver à ces objectifs-là, mais sans passer par l'oppression puis la domination des femmes. Puis est-ce que tu sens que tu parles à ces gens-là des fois? Est-ce que tu es capable de parler à des jeunes qui sont aussi touchés par le masculinisme? C'est difficile à dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que autant que, bon, je reçois beaucoup de messages haineux comme, tout le monde sur les réseaux sociaux, mais particulièrement les femmes qui parlent de féminisme, on vient rajouter des couches à la haine qu'on reçoit, qui sont honnêtement à 90% du temps des hommes, on se mentira pas. Puis tu sais, je leur en veux pas parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont confrontés par rapport à ça parce que ça dit une vérité sur eux. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sont touchés par ce message-là. Puis ils vont pas nécessairement l'écrire dans les zones de commentaires sur les vidéos directement. Ils vont venir me voir en privé beaucoup plus, les hommes. Puis ils vont me dire « Hey, j'avais pas réfléchi à ça sur cet angle-là. Ça me permet vraiment de voir les choses d'une autre manière, de réfléchir à mes actions, d'essayer de mieux respecter les femmes autour de moi parce que c'est pas juste ma mère, ma sœur, ma blonde qui mérite du respect, c'est toutes les femmes finalement. Puis je me rends compte qu'il y a certaines choses que je faisais, mais finalement, ça pouvait faire de la peine aux femmes, que ça pouvait justement les oppresser, que ça pouvait les diminuer, sans même qu'ils s'en rendent compte plus souvent qu'autrement, parce que c'est pas fait avec méchanceté, c'est fait tellement par conditionnement, par répétition, par justement qu'on tape tout le temps sur ce clou-là de on sépare les hommes et les femmes, il faut être d'une telle manière, mais à partir du moment où ils réalisent, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes que ça leur fait du bien d'être capables justement de voir ça, parce que les hommes, ils aiment les femmes au final, là, puis ils veulent pas tant leur faire de mal, mais ils réalisent, je pense, pour beaucoup du moins, juste pas. Puis est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de moment où tu penses qui sont conditionnés, les hommes, puis que tu penses que c'est à ce moment-là qu'on peut aller piquer dans la brèche? Tu sais, est-ce que quand les gens viennent t'écrire ça, y a-tu un moment, je sais pas, là, je demande tout le temps à ma blonde de faire la vaisselle, ou tu sais, comme, y a-tu un moment concret qu'ils remarquent, tu penses? Bien, définitivement, dans les dynamiques de couple, là, ça revient vraiment souvent, là, qui me disent « Hey, par exemple, on parle d'incompétence stratégique. » Ça, pour vous donner une idée, si vous êtes pas... si c'est la première fois que vous entendez ça, c'est un peu comme quand le gars va dire comme « Ah non, mais tu fais tellement mieux ça que moi pour que sa blonde le fasse. » Ou bien encore « Ah, il va faire la tâche, par exemple, mais ça va plus ou moins être bien fait. » Fait qu'il va se dire comme « Ben là, tant qu'à ce que tu la refasses en arrière de moi, aussi bien que tu la fasses directement. » Tu sais. Fait que d'essayer de prendre conscience de ça, de ce qui se passe, puis après ça, de réaliser comme « OK, ben si c'est pas moi qui le fais, mais la personne qui va le faire, c'est ma blonde qui va tout le temps être pognée avec ça, tu sais. » Puis de réaliser qu'il y a quand même une injustice là-dedans. Puis de réaliser aussi que, oui, il y a des tâches, disons, en grosses guillemets, tu sais, plus masculines, qui sont souvent des tâches, par contre, beaucoup plus anecdotiques, pas anecdotiques, mais qui vont être beaucoup moins ancrées dans le quotidien, comme par exemple, tu sais, faire la tondeuse. Oui, c'est souvent plus une tâche d'homme, mais tu sais, si tu fais la tondeuse une fois par 2 semaines, bien, la vaisselle, il faut la faire à tous les jours. Le lavage, quand tu as une famille, c'est à tous les jours. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment comparer les deux. Fait que c'est de prendre... Je pense que les hommes prennent beaucoup conscience de ça, chose qu'ils ne réalisaient pas nécessairement par eux-mêmes, pas encore une fois par méchanceté, mais juste de se dire comme « Ah, ben moi, j'ai mes tâches, elle a ses tâches. » C'est égal. Mais quand tu te mets à analyser ça, à analyser comme le nombre d'heures que tu passes par tâche, ben là, on voit justement qu'il y a cette inégalité-là. C'est intéressant. Mais je trouve ça drôle. Je fais du pouce aussi ce que tu as dit, Maude, parce que moi, moi j'avais ça avec mon chum où je me disais « Ah, ben là, il faut poser une tablette, faut que tu le fasses, tu sais. »
Puis il est poche. Il est fucking poche. Faut poser une tablette, puis j'étais comme, hey, c'est moi qui est bonne là-dedans, finalement. Puis là, j'ai réalisé, j'étais comme, hey, je suis féministe, puis j'ai tellement ça dans la tête que comme, mon chum, il va s'occuper des tâches de gars, puis moi, je vais m'occuper de faire la vaisselle, que finalement, on a réalisé que, hey, il y a des tâches où on va juste y aller avec nos forces. Puis moi, je fais jamais l'épicerie. Je suis poche pour faire l'épicerie, c'est mon chum qui fait l'épicerie, mais c'est moi qui pose les tablettes, par exemple. Sinon, Jean-Marc, toi, qu'est-ce que tu penses? En plus, tu as vu les masculinistes, tu leur as parlé dans tes recherches. Comment tu penses qu'on peut combattre ça? Ben, je reste convaincu que c'est en enlevant nos œillères puis en acceptant de voir la réalité telle qu'elle est qu'on va finir par gagner ce combat-là. Contrairement à toi, Maude, moi je suis plus inquiet. C'est peut-être aussi juste une déformation du show. Je veux dire, j'ai infiltré un réseau incel. Il y a des spécialistes à travers la planète qui m'ont dit que s'ils me retraçaient, je mettais ma blonde en danger de mort. Il fallait que je prenne des moyens pour pas être retrouvable. J'ai vu des centaines de vidéos de filles qui se font assassiner. C'est peut-être à cause de ça que je suis moins optimiste que toi. Mais je suis vraiment inquiet du message que les jeunes reçoivent, par lequel ils sont vraiment abreuvés de plus en plus. Puis il faut trouver un moyen de contrebalancer ça. Tantôt, je disais à Maude, quand on a commencé à travailler sur le projet Polytechnique, il y a une fille là, qui a refusé d'ailleurs que je la nomme. Elle n'est pas identifiée dans le show. Là. Je t'ai dit son nom tantôt, mais tu t'en souviendras pas. Je m'en souviens déjà. Mais elle est basée en Europe. Elle travaille pour le Centre de lutte au terrorisme. Puis à l'époque, elle me disait, il n'y a pas beaucoup de recherche qui est faite sur les incels, là, les célibataires involontaires, qui appellent Marc Lépine le prophète. Mais on considère que l'âge moyen de fréquentation des forums, c'est 18-25 ans. Puis quand on a commencé à faire le show au TNM en novembre 2023, il y avait plus de recherches qui étaient faites là-dessus. Puis la même spécialiste m'a dit, ben là, finalement, on est plus rendu dans les eaux de 13-21 ans. Mais 13 ans à être confronté à du discours qui dit Marc Lépine, c'est un prophète, Elliot Rogers, c'est le Messie, Alec Minassian, c'est l'apôtre, que tu connaisses le nom des tueurs en série, que tu publies ça, que tu lis ça constamment. On le sait, le cerveau, il n'est pas développé avant 21 ans. Fait que c'est sûr que ça fuck le chien pour notre société future. Fait que moi, je suis beaucoup plus inquiet, puis je me dis, ben, le meilleur moyen pour contrer ça, c'est d'être froidement de le dire au monde. Dans le show, à un moment donné, là, je vous le dirai pas parce que le show, il durait 3 heures, là, puis que vous n'êtes pas prête. Mais à un moment donné, je décris une des vidéos que j'ai vues. Comment que la fille, elle se fait tuer. En détail. Mais ça fait 2 heures que les spectateurs ils écoutent le spectacle, ils sont prêts à le recevoir. Mais c'est tough en tabarouette. Puis moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'elles sont disponibles. On n'a pas les outils pour les faire enlever. Je me suis assis, moi, 2 heures avec un gars qui avait un blog qui s'appelait marclépine.blogspot. Son vrai nom, c'est Jean-Claude Rochefort, monsieur de 72 ans. C'est la première personne au Canada à avoir été condamnée au criminel pour incitation à la haine envers les femmes. Bon, premièrement, le genre masculin-féminin est dans la loi juste depuis 2020. Avant, là, tu ne pouvais pas inciter à la haine contre les femmes. C'était pas criminel. Mais, puis, ce gars-là, il avait son blog sur Internet, puis la police ne pouvait rien faire parce qu'on n'a pas de loi pour permettre ça, notamment parce que son blog était hébergé en Roumanie. Puis Interpol, ils n'en ont rien à crisser de Jean-Claude Rochefort là, qui reste sur l'avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal. Fait que, il faut qu'on se dote de loi, il faut qu'on accepte. Où ça, t'as dit, Pierre-de-Coubertin? Il n'est plus là, d'ailleurs. Je veux dire, quand il a été condamné, étonnamment, le petit monsieur frêle qui s'est mis à pleurer de peur, pendant un instant, j'ai eu pitié pour lui.
tu sais. Mais juste un instant, je vous rassure, juste un instant, parce qu'il a quand même, il a creusé sa tombe. Mais tu sais, il reste plus là parce qu'il restait dans un HLM. Puis tu peux pas rester dans un HLM si tu es condamné au criminel. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé avec le petit monsieur, je sais pas. T'sais. Mais, puis ce monsieur-là, il a été poursuivi grâce à des féministes extraordinaires comme Mélissa Blais, qui a porté plainte après qu'il ait publié de nombreuses fois des textes enjoignant des gars à se rendre à l'UQAM pour tirer. Le département d'études féministes de l'UQAM, là, c'est le seul département d'études au Canada où il y a un garde puis une porte barrée à l'entrée. Tu peux pas rentrer là si tu n'as pas de rendez-vous. Ça n'a pas de bon sens. Je suis tanné de vivre dans ce monde-là. Ah, mon Dieu, mais nous autres aussi. Puis, mais justement, qu'est-ce qui fait, c'est quoi, selon vous, les principaux freins de l'implication des hommes dans le mouvement j'allais dire souverainiste. Qu'est-ce qu'elle dit? Fatiguée, la bonne femme. Il y avait du verglas hier. Dans le mouvement féministe. Comment qu'on fait pour que les femmes... Il y a genre j'ai comme une photo. Là, les gens qui m'écoutent à l'audio ne comprennent pas. C'est parce que j'ai genre une photo du Bloc québécois dans ma face. Du monsieur du Bloc québécois dans ma face. C'est venu jouer dans mon... ça marche la publicité. Ça vient jouer dans ton intellect. Bon, on se reprend. C'est quoi les freins pour l'implication des hommes dans le mouvement féministe, selon vous? Excuse-moi, là, mais Vas-y. D'instinct, là, j'ai envie de dire, il faut juste que les gars comprennent que c'est pas le combat de quelqu'un d'autre, c'est le combat de tout le monde. T'sais, je veux dire... je pense qu'il faut le revamper, justement, un peu, le féminisme. Moi, ce que j'aime dire aujourd'hui, quand on parlait de l'égalité des hommes et des femmes, là, dans le fond, le féminisme, ce qu'il veut, c'est permettre à tout le monde d'être véritablement qui il a envie d'être. Et en ce moment, on vit dans un monde qui le permet définitivement pas aux femmes, mais en certains points, pas non plus aux hommes. Et ça leur cause plein de problèmes dans le quotidien des hommes aussi. On a le même ennemi, c'est le patriarcat. Là, tout à fait. C'est juste que les hommes en tirent des privilèges que nous n'en tirons pas, ce qui donne l'impression qu'ils perdraient au change, finalement, si on allait vers une égalité. Donc, je pense que dans le discours, ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est de quelle manière cette société patriarcale-là les désavantage et les empêche d'être libres. Ils se croient libres, mais ils ne le sont pas en bien des points. Puis je pense que c'est là où on peut rallier tout le monde. Parce que oui, c'est un combat pour tout le monde, c'est un combat pour le bien-être collectif de tout le monde. Puis je pense qu'il faut le vendre comme ça. Puis en ce moment, je pense pas qu'il y a de mauvais féministes. Je pense que chaque personne, avec son discours et son point de vue, va rallier certaines personnes aussi. C'est ça qui fait la richesse de la chose. Mais en même temps, je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut s'assurer d'inclure tout le monde. Tu sais, je vous disais dans mes conférences, c'est ce que j'essaye de faire à cette heure. Tu sais, des twists de phrases, je fais comme « Hey, ce joke-là, là, c'est pas très drôle s'il y a des hommes qui sont là. Hein? On peut peut-être laisser faire pour aller là. » Tu sais, le but, là, au bout de la ligne, là, si on veut le bien-être de tous, c'est de le montrer qu'on a le bien-être de tout le monde à cœur. Fait que je pense que des fois, il y a peut-être des petites choses qu'on peut revoir. Plus, ça veut pas dire ne plus adresser les inégalités, ne plus parler des comportements problématiques, ne plus dire que les hommes sont responsables de 90% des crimes violents. Tu sais, je veux dire, c'est des faits, là. C'est correct de le faire, puis il faut continuer de le faire. Le but, c'est pas de taire les problèmes qui existent puis les inégalités qui existent, mais de trouver une manière de le faire où on pourra rallier tout le monde. Parce que oui, dans un certain discours du féminisme d'il y a quelques années, et ça se poursuit encore aujourd'hui, je peux comprendre que des hommes se sentent exclus ou attaqués ou menacés. À tort ou à raison jusqu'à un certain point, mais le feeling est légitime en beaucoup d'occasions aussi. Puis je pense qu'on a un beau pas de recul à prendre là-dessus, puis une prise de conscience à avoir pour dire comment on peut ajuster ça, pour continuer de nommer ce qui doit l'être absolument, mais le faire en faisant en sorte que tout le monde se sente inclus. Anne-Marie? Oui, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Maude, puis pour faire du pouce sur la lecture que tu as faite de l'Esplanque pour l'amour des hommes, tu sais, elle l'explique aussi d'ailleurs super bien dans ce livre-là que toutes les injonctions à la masculinité, toute cette espèce de séparation-là des hommes et des femmes que je vous parlais tantôt, les femmes doivent être toujours très forts, pas montrer leurs émotions rationnelles, nanana, mais ça aussi, ça les enferme dans un modèle qui est très, très restreint, qui leur permet pas de montrer leurs émotions, qui leur permet pas d'en parler, qui leur permet pas, après ça, d'aller chercher de l'aide. Moi, ça me fait toujours...
ça me fait toujours capoter quand j'entends des masculinistes, justement, entretenir le mythe que les féministes, ils s'occupent juste des problèmes des femmes, mais les hommes, le taux de suicide des hommes est beaucoup plus grand que celui des femmes, les hommes, on leur permet pas de ci, ça, mais moi, dans ce temps-là, je suis comme, mais t'es drôle, chaton, c'est exactement à cause du patriarcat, ça. C'est pas à cause des féministes. Les féministes, on veut justement libérer les hommes de cette contrainte-là. Excusez, je commence à manquer de voix, je vais juste prendre une gorgée. On veut libérer les hommes de cette injonction-là à toujours être fort, être puissant, à toujours justement s'enfermer dans ce modèle-là qui est très restreint. Fait que je pense que c'est un super bon point que Maud a dit justement d'inviter les hommes à voir ça sous cette perspective-là, de voir ça sous le « Hey, vous aussi, vous allez gagner là-dedans à la fin de la journée parce que c'est pas le fun de se sentir pas bien dans son corps, c'est pas le fun de pas prendre soin de sa santé mentale, de pas prendre soin justement de soi parce qu'on va se dire que « je suis donc bien faible si je fais ça. Je vais donc bien être moins un homme. » Non, tu seras pas moins un homme, tu vas juste être un meilleur humain pour toi puis pour les gens autour de toi aussi. Fait que c'est d'y aller dans le positif, effectivement, c'est d'aller les chercher en leur disant comme « Hey, il y a d'autres modèles qui existent dans lesquels tu vas peut-être être mieux au final. » Puis tu vas pogner. Moi, je suis Ouais. on dirait que des fois, j'aimerais ça. Non, mais c'est vrai, un gars féministe, ça pogne. Non, OK, juste moi. Oui. Tout le monde, OK, parfait. Tant Mais- que c'est pas du performative Non, féminisme, c'est ça. là, ça, on n'aime pas ça. Non, c'est ça. Jean-Marc? Mais tu sais, oui, un gars féministe, j'imagine, ça pogne. Je sais pas, ça fait 25 ans que je suis avec ma blonde. Mais, C'est pour ça! Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, je pense qu'il y a l'éléphant dans la pièce, tu sais, parce qu'il y a des spécialistes qui sont capables de démontrer que, mettons, Tinder a participé à la création du mouvement incel. Tu sais, parce que l'algorithme crée invariablement moins de matchs pour les dudes, tu sais, fait que... C'est leur modèle d'affaires, là. Ben oui, Ouais. tu sais, je veux dire... moi, je fais des conférences dans les écoles, là, tu sais, puis à un moment donné, je viens sur Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette s'est radicalisé sur le forum que j'ai infiltré. Il vénérait Elliot Rodger et Marc Lépine, puis il a commis son Alexandre geste, Bissonnette, le tueur de la Grande Mosquée ouais. de Québec. Il a commis son geste pour rendre hommage à ces figures-là, tu sais. Mais lui, il n'avait pas de problème avec les filles. Mais ultimement, rentrer dans une mosquée puis tuer 6 hommes qui sont en train de faire la prière ou tuer 14 filles dans une école, c'est le même crime, tu sais, c'est la même racine, c'est la haine, tu sais. Puis là, après ça, ben, c'est parce que, là, tantôt, j'en parlais, mais, tu sais, après ça, tu vas à l'autre bout du monde. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il y a un dude qui s'appelle Brenton Tarrant qui a live-streamé pendant 17 minutes son attentat dans les 2 mosquées. Puis Facebook a su à la minute 2 qu'il y avait un live stream qui existait. Puis ça leur a pris 15 minutes fermer le stream. Fait que la question que moi je pose, c'est est-ce qu'on est rendu dans un monde où des grandes corporations se disent c'est moins pire de voir 51 personnes mourir en live pendant 17 minutes que de perdre les millions qui sont générés par les clics? T'sais? Puis là, après ça, ben, on ramène à la question des femmes, les 921 dont je parlais tantôt. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'une des manières de lutter contre ce masculinisme-là, c'est la mienne. Je veux dire, il faut que les propositions soient multiples. Mais c'est justement parce que longuement, tu sais, ma tante a 88 ans, là, la mère d'Anne-Marie. Puis, je veux dire, ça y arrive encore de recevoir des menaces de mort parce qu'elle a osé, pendant toutes ces années-là, parler contre le contrôle, pour un meilleur contrôle des armes à feu. Tu sais, au lendemain des attentats de Polytechnique, Wendy Sukier, Heidi Ratchen, Nathalie Provost, qui était dans le premier. Tu sais, c'est toutes des filles qui ont commencé à dire qu'il faudrait qu'on s'attaque au problème des armes à feu. C'est drôle, hein? Ça fait 30 quelques années, puis c'est pas réglé encore. Moi, je mettrais ma main dans le feu si ça avait été 3 dudes qui avaient commencé à parler il y a 30 ans. Ça aurait été réglé de même. T'sais? Fait que, puis moi, souvent, ce que je dis, c'est que malheureusement, les gens réalisent pas que c'est un combat qui nous regarde tous. Parce que quand tu te sens pas impliqué par quelque chose, ben tu te dis, ben oui, de toute évidence, ça fait sens, mais quelle voix je vais apporter là-dedans? Mais puis je pense que c'est parce que quand tu l'as pas vécu de l'intérieur,
la question des suicides que les gars ils relèvent tout le temps, tu fais oui, mais c'est 95% des hospitalisations pour suicide que c'est les filles, tu sais, parce que les filles ils prennent des pilules, les gars ils prennent un gun, tu sais, ou une corde. Fait que c'est sûr que tu te manques moins souvent là, tu sais. Mais puis comment lutter, mais je sais pas. Mais tu sais, il va falloir ouvrir les yeux aussi là, sur une réalité évidente. Tu sais, quand on dit que 90% des crimes violents sont commis par les hommes, on n'est pas en train de dire que tous les hommes sont violents, mais que la grande majorité de la violence est commise par les hommes, la violence grave. Ça surprend même pas personne. Il n'y a personne qui vient de faire « Ah, mon Dieu, c'est épouvantable! » Mais voyons donc, la gang! 90%, je veux dire, enlever la violence, là, demain matin, on a pas mal moins de problèmes, en général, là. Mais non, on accepte ce fait-là. Et c'est extrêmement problématique. Et c'est extrêmement problématique qu'on ne se sente pas tous et toutes interpellés, femmes et hommes, par ça, même si on n'est pas une personne violente. C'est un gros problème, c'est un problème de société. Puis il faut qu'on en parle. Puis je pense que l'autre chose qu'on fait aussi, malheureusement, c'est souvent sous-estimer notre pouvoir individuel là-dedans. « Oh, mais je peux rien faire. Oh, mais moi, je peux rien faire. » Au quotidien, là, la discussion qu'on a en ce moment, c'est faire quelque chose. En parler avec un ami, c'est faire quelque chose. Avec un collègue, avec whatever qui autour de nous, c'est déjà faire quelque chose aussi. Et si tout le monde faisait ce petit geste-là aujourd'hui, ça ferait déjà une différence dans les prises de conscience qu'on fait. Mais le fait qu'on trouve ça normal démontre à quel point on a du chemin à faire. Fait que quand tu dis « faut commencer par s'ouvrir les yeux », ben oui, on est encore bien gros là. Malheureusement. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est déploré souvent. Ah, mais là, le monde, là, sont là, les féministes, ils adressent les problèmes, puis tout ça. Ben oui, c'est là qu'on est rendu. Un coup que tout le monde dira « oui, tout ça est vrai », ben là, OK, regarde, on prendra la suite, puis on se mettra en mode solution. Et là, je suis pas en train de dire qu'on peut pas chercher de solution maintenant pour autant, mais oui, on est encore à adresser les problèmes. Ben oui. Oui, puis je pense que c'est aussi de faire attention aux subterfuges, entre autres, que les masculinistes vont développer pour essayer d'attirer notre regard ailleurs que sur la haine, que sur la violence que commettent les hommes. On se rappelle tous, il y a quelques semaines, la terrible tuerie qui a eu lieu en Colombie-Britannique, une personne trans. Puis là, ça a donc bien fait un tollé parce que c'est comme, regardez, on vous l'avait dit que les trans étaient dangereux, qu'ils avaient des problèmes mentaux, nanana. Savez-vous combien, c'est quoi les pourcentages de personnes qui commettent des tueries? C'est genre 97% des hommes. Puis les personnes trans, c'est genre 0,5%-ish. Puis c'est comme, là, il faut réaliser que quand on entend des discours comme ça, c'est des discours propulsés par des discours masculinistes. C'est de ne pas se laisser faire, de pas ne pas, qu'on ne se laisse pas convaincre par des subterfuges comme ça qui sont au mieux ridicule, au pire extrêmement violent, réducteur, et qui oppresse encore plus tout le monde qui ne sont pas des hommes blancs hétéro-cis. Parce que ça revient toujours à ça, c'est toujours d'exclure, c'est toujours d'aller chercher qui est-ce qui est le problème dans la société, au lieu de se regarder puis de se dire « Ah, OK, ben les statistiques sont quand même extrêmement parlantes sur où est-ce qu'elle est en ce moment, la violence et la haine. Et non, ce n'est pas les personnes trans, ce n'est pas les femmes voilées, ce n'est pas les hommes racisés, ce sont malheureusement les hommes blancs. » Puis, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis aussi, s'ouvrir les yeux sur... Tu sais, moi, quand on a fini le show au TNM, là, on a joué 30 quelques représentations, puis on a fait une tournée de 20 shows. On a fait une 50aine de shows à peu près. Puis là, maintenant, on a reçu un courriel du TNM qui disait « Félicitations, 25 000 personnes ont vu votre spectacle. » Puis là, toute l'équipe se congratulait, puis se donnait des tapes. Moi, j'étais comme « Ah, Chris, c'est une goutte d'eau dans l'océan de problèmes qu'on vient de soulever. » Là, je fais « Faut qu'on trouve quelqu'un pour faire un film avec... » Parce que de toute évidence, le monde ne vient pas au théâtre. Il faut que les gens ils lisent le texte. Là, je suis super content parce que, mettons, les incels, c'est à travers la planète. Il y en a partout, tu sais. Puis là, le texte est en nomination pour le prix des lycéens, Sonny Laboutanzi, qui est dans tout le giron de la France colonialiste. Fait que là, il y a des étudiants au Vietnam, en Chine, au Cambodge, qui vont lire, qui vont apprendre là-dessus, puis qui vont apprendre le parcours d'un gars qui a 50 ans, puis que sa cousine est morte, puis qui pleure, tu sais. Puis ça peut être ça aussi, un gars, tu sais, qui accepte de juste être là, tu sais, puis de vivre, essayer de vivre en harmonie avec les autres, tu sais. Mais, tu sais, une des affaires que je dis quand je vais dans les écoles secondaires, parce que tantôt,
tu es dans une école secondaire, puis là, tu dis, si aujourd'hui j'étais devant vous en train de tenir des propos ouvertement racistes, il y a plein de monde qui dirait, t'as pas le droit de dire ça, Jean-Marc, ça se peut pas. Puis là, je dis aux jeunes, pourtant, quand vous êtes dans la cafétéria puis qu'il y a un doute qui passe un commentaire sur le corps d'une des filles, il n'y a personne qui réagit. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Puis là, tu sais, ça, c'est des affaires que les jeunes, ils entendent. Puis après ça, ben, tu sais, moi, je pense qu'il faut se battre aussi contre les discours hyper simplistes. Tu sais, là, les incels, ils considèrent qu'on vit dans une gynécocratie, qu'on vit pas, on vit pas dans une démocratie. Tu sais, je veux dire. Fait que là, moi, Ah oui, c'est femme première ministre. ben, c'est ouais, tu sais. ça arrive. Fait que là, moi, souvent, je suis dans la classe, puis là, je dis aux jeunes, je dis, hey, je m'excuse les filles, là, mais tu sais, je veux dire, moi, si c'est vous autres qui contrôlez le monde, je le vois pas, parce que, tu sais, je veux dire, comment ça se fait que tu fais encore 90 cents pour chaque pièce que je fais? Tu contrôles vraiment mal le monde, là, si tu le contrôles, là. Tu sais? Ces enseignantes sanguinaires. Ben, c'est ça. Non, c'est pas ça qui se passe du tout. Mais justement, j'ai goût de savoir, c'est quoi, quand vous soyez dans les écoles ou juste comment vous faites votre sensibilisation, c'est quoi les mythes tenaces du féminisme ou les croyances que vous êtes écœurés d'entendre? Puis il y en a peut-être qui sont bonnes aussi là-dedans, mais puis que vous voudriez défaire, mais c'est quoi les croyances que vous êtes tannés d'entendre? Moi, puis on le démystifie rapidement, là, puis je veux dire, je suis tannée. Je veux pas dire que j'ai une lassitude de l'entendre, mais à tous les fois, je suis comme... c'est de penser que le masculinisme, c'est l'équivalent du féminisme, mais pour les hommes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup, puis ça nous montre à quel point il y a une méconnaissance. Il faut vraiment informer les gens, là, tout simplement. Ils ne le sont pas, là. Puis nous, on prend la définition du Robert, là. Okay. Tout simplement. Là, c'est dans le dictionnaire, là, le masculinisme. On n'est pas obligé d'en inventer une. Et même à ça... Dans la définition du Robert, ça dit que encore un homme, mouvement revendiquant les droits des hommes, mais au détriment de ceux des femmes. C'est vraiment la fin dans le Robert, au détriment de ceux des femmes, qui nous confirme hors de tout doute que c'est pas l'équivalent du féminisme, mais genre pas du tout. Et je me souviens d'être allée dans une école où je faisais de la formation auprès d'intervenants, et il y en a un qui est venu me voir à la fin puis a dit... J'ai aimé ta portion sur l'intervention, mais le reste, j'ai trouvé ça un peu long. Puis ta définition du masculinisme, là, je suis comme, ben c'est le Robert, là, mon ami. Moi, je dis, ouais, mais ce qu'ils disent dans le dictionnaire, c'est pas toujours vrai. Fait que là, je dis, ben c'est mais ça peut évoluer, soit dit en passant, mais c'est la définition intellectuelle qu'on s'est donnée jusqu'ici. Si on peut plus s'appuyer là-dessus, mon doux, sur quoi on va s'appuyer? Fait que ça, dans ce qu'on entend en ce moment, ça fait partie des choses que je suis comme, et cette guerre des sexes, mais en même temps, je comprends qu'on continue de l'entendre, puis on a à travailler, nous aussi, pour le défaire. Je dirais que c'est les deux choses. Moi, celui qui me tape le plus ses nerfs, là, c'est les masculinistes qui disent, si on est pour utiliser le mot féminicide, il faut que vous créiez le mot hominicide. Moi, à chaque fois, là, je grimperais d'un rideau. Non, oui, mais ils disent hominicide, tu sais, parce que là, faudrait... Parce que sinon, c'est pas égalitaire. Moi, j'arrache. On devrait le créer, parce que ça n'arriverait pas. Ben oui. Il n'y a pas d'hommes qui sont tués parce qu'ils sont des hommes. C'est pour d'autres raisons qu'ils le sont. Fait que créons-le et réalisons à quel point ce n'est pas un mot que nous utilisons, tout simplement. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, les jeunes, présentement, là, ils font des codes noirs dans les écoles. Tu sais, ils font des exercices de tireurs actifs. Ça n'existait pas, là, en 1989. Puis tu sais, c'est important que... Moi, je reviens encore à ouvrir les consciences, mais la tuerie de Polytechnique, c'est la première tuerie qui a eu lieu dans une école dans le monde. C'était pas arrivé avant. C'est arrivé à quelques fois où il y a quelqu'un qui avait un beef contre quelqu'un d'autre, qui arrivait dans une école, qui tirait cette personne-là, puis qui pognait quelqu'un par accident. Mais une tuerie organisée, planifiée, où c'est shooter, tu sais, c'est la première fois. Oh, wow, OK. Après ça, c'est Columbine. OK? Puis nous, ce que je dis avec Projet Polytechnique, c'est peut-être que nous, au Québec, on a une responsabilité. Toutes les tueries qui se passent à travers le monde, si on avait accepté d'en parler à ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu régler un problème. T'sais? Fait que je pense que d'en parler tout le monde ensemble aujourd'hui, puis de faire un podcast pour qu'il y ait d'autres personnes qui nous entendent, parce qu'à un moment donné, on se posait la question, il y a 52% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Il y a quelque chose comme 19%, c'est analphabète de niveau 1. Ça veut dire que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Niveau 2,
je suis pas bon en mathématiques, mais 52 moins 19, là, ça fait ce montant-là. Puis c'est des gens qui sont capables de lire un texte et qui sont pas capables de comprendre de quoi ça parle. Bien, c'est sûr qu'on se pogne contre du monde qui font comme... Si vous dites le mot féminicide, il faudrait dire le mot féminicide parce qu'il y a aussi un problème, je pense, de société, d'éduquer notre monde correctement, tu sais, aussi. Parce que, tu sais, là, je connais pas les statistiques, peut-être que vous les connaissez mieux que moi, mais j'aurais tendance à penser que dans des milieux où le niveau d'éducation est plus élevé, ben, je veux dire, ça doit quand même être un petit peu plus mieux imbriqué l'égalité homme-femme, tu sais. Bien, c'est surtout dans les milieux plus stéréotypés qu'on voit la différence. Fait que des fois, il y a au niveau de la culture, mais il y a tout le niveau de la marginalisation aussi qui crée ça, en fait. Puis la marginalisation, on peut la vivre comme une autre culture, par exemple. On ne peut pas nier que ça existe. Mais dans un rapport que je lisais récemment sur le masculinisme, ça peut être aussi la marginalisation, par exemple, des incels. Donc, ils ont l'impression qu'ils ne correspondent pas aux standards, sont marginalisés et ils adhèrent au discours. Peu importe, on sait que des incels, il y en a de toutes les classes sociales d'ailleurs. On ne voit pas vraiment d'une grande prédominance. Et les autres qui vont se sentir marginalisés, c'est ceux qui adhèrent à ces stéréotypes-là fortement de la masculinité et qu'on remet en question et qu'on pointe. Eux aussi ressentent une marginalisation et dans les deux cas, ça mène à des discours qui sont plus radicaux. Donc, on est vraiment dans des topos différents, puis c'est pour ça que ça peut toucher tellement de personnes différentes. Mais dans tous les cas, peu importe la classe sociale, l'éducation et la sensibilisation, c'est la base. C'est tout à fait la base. Tout est là, c'est le nerf de la guerre. Là, mais c'est quand même intéressant parce que là, la marginalisation, c'est comme... Je comprends qu'il y en a qui sont marginalisés, mais mettons au Québec, les personnes les plus marginalisées, c'est qui? Les femmes voilées, mettons, en ce moment? Il n'y a pas de femmes voilées qui font des tueries dans les écoles. Mais là, on pourrait se parler des stéréotypes de genre, des émotions qu'on accepte chez les hommes en général, qui sont valorisées dans la société, qui sont dans la force, dans le courage, la témérité. La violence est plus valorisée que la vulnérabilité. Et là, je ne suis pas en train d'excuser les hommes qui commettent des gestes comme ça, mais on voit quand même aussi que socialement, la marge de manœuvre qu'ont les hommes pour s'exprimer est très faible en ce moment et elle passe à travers des émotions qui ne sont pas très souhaitables non plus, ni pour eux, ni pour les gens autour d'eux. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi de se dire, effectivement, tu sais, les femmes, eux autres, quand ils vont pas bien, ils tuent personne. Effectivement. Il faut aussi se rappeler qu'on a grandi, on a été socialisés à être douces, gentilles, soumises à l'écoute et pacificatrices. Donc, c'est sûr que ça crée un certain précédent, ça aussi. Mais comme je vous dis, je ne suis pas en train de dire que tout ça excuse tout, mais dans la socialisation, dans nos fameux stéréotypes dont j'arrête plus de vous parler, ben on se rend vraiment compte que ça a une incidence. Puis si on peut lever ces stéréotypes-là, permettre aux hommes de développer leur intelligence émotionnelle, d'exprimer ces émotions-là qui, en ce moment, génèrent même souvent de la honte, même pas des nommer, juste des ressentir. Ouais. Ben on va être capable de faire un bout de chemin pour que ce qu'il y a à sortir sorte d'une manière qui a plus d'allure. Et ça ne sauvera pas tout le monde, soit dit en passant, mais je pense que ça donnera un méchant coup de main. Anne-Marie, toi, les croyances que tu es tannée, ou si tu veux répondre à... Je vais y aller un peu ailleurs. J'irai avec l'espèce de mythe qui revient tout le temps de pourquoi on a encore besoin du féminisme? On a déjà atteint l'égalité homme-femme. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, surtout au Canada. On peut pas en parler évidemment partout dans le monde, mais pourquoi on est encore en train de se faire chier avec ça, tu sais, finalement? Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, évidemment, les droits et libertés est une chose, les respecter en est une autre. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Pourtant, à date, cette année, on est le 13 mars, 14 peut-être? 12 mars. Le 12, mon Dieu, je suis dans le futur. Puis, on a déjà 7 féminicides, probablement un 8e. Alors non, on n'a pas le droit de tuer les femmes, mais les femmes sont encore tuées. On n'a pas le droit d'agresser les femmes. Pourtant, au Canada, 1 femme sur 3 va vivre une agression sexuelle. On n'a pas le droit d'harceler les femmes. Pourtant, toutes les femmes que je connais ont déjà vécu un harcèlement public, ont déjà évité un secteur de la ville parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité, ont déjà appelé un taxi au lieu de marcher, même si ça allait coûter plus cher pour se mettre en sécurité. Se sont déjà fait demander de sourire out of nowhere, se sont déjà fait cruiser out of nowhere par des hommes alors qu'elles n'étaient pas dans ce mood-là, elles n'ont rien demandé, qu'elles ont juste répondu poliment parce qu'elles se disent « je peux pas juste dire non agressivement parce que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne me sens pas en sécurité de pouvoir juste refuser poliment. » Donc, malheureusement, sur papier, au niveau des droits et libertés, on est égaux, mais dans le réel, dans les faits, dans notre vécu, dans notre réalité, les hommes et les femmes, on n'est pas égaux. Puis là, on n'en a pas assez parlé depuis le début du podcast, mais le féminisme, c'est pas juste les femmes.
ça inclut toutes les oppressions. Du moins, pour moi, un féministe qui est complet, c'est un féministe qui est intersectionnel, donc qui inclut les femmes racisées, qui inclut les différentes identités de genre, les différentes orientations sexuelles, les femmes valides, les femmes invalides, bref, toutes les différents types d'oppressions que peuvent vivre les femmes, parce qu'au sein même du groupe des femmes, il y a des femmes qui sont plus oppressées que d'autres. Je pense qu'on a ce privilège-là. Des personnes qui parlent aujourd'hui, tu sais, on est toutes des personnes blanches hétérosexuelles, là, je me trompe pas, je pense, en disant ça. Donc, je pense qu'on a ce privilège-là de rappeler que oui, nous sommes privilégiés, puis qu'il faut utiliser notre voix pour se rappeler que dans une lutte féministe, il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont encore plus oppressées que nous, et donc il faut parler encore plus fort pour ces personnes-là. Complètement. Ben d'ailleurs, allez-y. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire justement de vous lancer là-dessus. Comment vous pensez qu'on peut rendre notre féminisme plus inclusif, que ce soit l'inclusivité de partout, qu'il soit générationnel, culturel? Comment on travaille vers un féminisme plus inclusif? C'est une bonne question. Hein? Ben, je pense que commencer par écouter les gens, un peu comme nous, aujourd'hui, on vous demande de nous écouter. Je vois des hommes dans la salle qui sont peut-être, tu sais, qui sont confrontés pour la première fois à certains discours. Puis nous aussi, si on finit par s'intéresser à des discours des personnes qui vivent des oppressions que nous, on ne vit pas, ça se peut qu'on vive un inconfort parce qu'on est en position d'oppresseur, mais de se rappeler que c'est pas contre nous personnellement qu'il faut désindividualiser l'oppression. Le féminisme, c'est pas contre chaque homme individuellement, c'est contre un système qui privilégie les hommes. L'antiracisme, c'est pas contre les Blancs, mais c'est contre tout un système qui privilégie les personnes blanches. Et donc, d'écouter ce que les personnes ont à dire, les personnes qui sont oppressées, je pense que c'est le pas numéro 1 pour comprendre, pour ensuite être capable d'agir, puis de mieux agir dans le futur en se disant comme « Hey, j'étais tout le temps en train de dire aux femmes racisées que hey, ils ont donc bien des beaux cheveux, je peux-tu toucher? » Bien là, à partir du moment où est-ce que tu le sais que, tu sais, c'est hyper ancré dans une culture, dans la culture de l'esclavage, la manière dont les femmes racisées traitent leurs cheveux, la manière dont elles ont à prendre soin de leurs cheveux, qui est immensément plus complexe que les femmes blanches, parce que tout est plus compliqué pour les femmes racisées avec des cheveux qui sont crépus, mais à partir du moment où tu comprends ça, t'es comme « Hey, je vais arrêter de demander ça », tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, on se déconstruit, puis on apprend à être des meilleures personnes, puis je pense que ça demande beaucoup d'humilité, mais je pense que c'est important de le faire. 100%. Maude? Je dirais en changeant notre façon de dialoguer ensemble, un peu dans le même ordre d'idées par rapport à tout le monde. Tu sais, quand on dit écouter les autres, là, moi j'ai l'impression souvent que dans les discussions qu'on a aujourd'hui en one-on-one, par exemple, on est souvent en train juste d'essayer de se convaincre. Là. La personne est en train de parler devant nous, puis on est déjà en train de réfléchir à la manière dont on va y répondre plutôt que d'écouter ce qu'elle est en train de dire. Je pense que ça, c'est un problème qui crée beaucoup de barrières au niveau du féminisme et d'à peu près tout. Et l'autre chose que j'aurais envie de dire, puis moi personnellement, je le travaille beaucoup en ce moment, c'est notre façon d'accepter le malaise des gens. Quelqu'un qui est contre les féminismes et qui se dit là, ouvertement, par exemple, contre les féminismes, mais qui n'est pas hostile, là, il est pas agressif dans ce qu'il dit, ou quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas ça, lui, les personnes trans. Moi, ce que j'observe qu'on fait depuis très longtemps, c'est faire, ben là, arrive en 2026, voyons donc. Et on ferme la discussion complètement. Et alors qu'on pourrait créer un pont, on fait juste mettre de l'huile sur le feu d'une intolérance où on ne se comprendra jamais. Les gens qui ont un malaise avec quoi que ce soit, il faut pouvoir en parler avec eux. Il faut arrêter d'invalider le malaise des gens et de toutes les personnes, justement, qui sont marginalisées ou qui ne le sont pas, des hommes, peu importe de qui il s'agit. Arrêter d'invalider ce malaise-là pour pouvoir se mettre dans une posture d'écoute, pour s'écouter, se comprendre, puis s'amener quelque chose. Et ces personnes-là qui vivent un malaise, pas non plus les mettre dans le camp du mal en pensant qu'on est dans le camp du bien. Parce qu'eux pensent exactement la même chose au même moment. C'est quoi nos chances d'y arriver en bout de ligne, puis de se comprendre, puis d'avancer, et de rendre ces discussions-là inclusives pour tout le monde? Fait que je pense qu'on a un pas de recul à prendre là-dedans, réapprendre à écouter et apprendre à valider les émotions des gens. On peut ne pas être d'accord avec leurs propos, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais leur ressenti reste quand même valide. Ça ne sert à rien de commencer à les envoyer promener. Puis je pense qu'on a un beau chemin à faire là-dessus aussi. Jean-Marc, as-tu une idée? L'écoute.
c'est super édifiant ce que vous avez dit. J'ai rien à rajouter. C'est ça. C'est ça qui est ça. Ben, excuse, je vais pas voler la job à Coralie. Mais je suis curieuse de t'entendre. Tu nommais tantôt que tu étais un homme de 50 ans puis que tu te retrouvais sur ce panel-là avec nous. Je suis curieuse de t'entendre peut-être sur l'intergénérationnalité du féminisme. Comment tu vois ça, cette espèce de pont-là entre les générations? Je sais pas. Tu sais, moi, je suis comédien, hein, fait que dans ma tête, dans mon cœur, j'ai encore 16 ans, tu sais. Fait que j'ai choisi un métier qui est pas facile, où tu restes jeune tout le temps. Tu sais, je joue, c'est ça ma job. Fait que je la vois pas, mon âge, tu sais. Je la vois juste quand je suis dans les écoles, puis avant que je commence à parler, je la vois dans leurs yeux, le monsieur s'en vient me parler. Puis je commence toujours avec les deux phrases suivantes. Je dis là, pendant les 75 prochaines minutes, OK, je vais vous promettre deux choses. C'est un, je vais vous parler avec mon cœur. Puis deux, quand je vais vous poser des questions, je vous promets que peu importe c'est quoi votre réponse, je vous jugerai pas. Deal. Puis ça crée déjà un premier contact. Puis, tu sais, ma manière à moi d'être un féministe, ben, je l'ai dit tantôt encore, mais c'est d'être ouvert et honnête. Fait que ma conférence dans les écoles, je la commence en racontant les 19 minutes. Ça a pris 19 minutes. Il est rentré dans un local, C230.4. Il était armé d'un Ruger Mini 14, muni d'un chargeur, haute capacité de 30 balles. Il y avait une centaine de balles supplémentaires sur lui. Puis là, tu sais, tantôt, on parlait des petites violences que la vie peut faire. C'est niaiseux, mais tu sais, vous l'avez déjà lu en quelque part, mais la langue française, elle fonctionne en ordre alphabétique. Bien, c'est niaiseux, mais moi, je trouve ça violent que c'est toujours Geneviève Bergeron qui rouvre la marche, puis que c'est Annie Turcotte qui la ferme. Tu sais, fait que là, dans ma conférence, je les présente où elles sont mortes, soudainement. Parce que c'était pas un groupe. Ils se connaissaient pas, ces filles-là. Tu sais, fait que, puis là, je leur raconte, tu sais, dans cet ordre-là, puis c'est ça qui crée, je pense, le contact. C'est là où je deviens comme juste une personne et non plus un monsieur qui vient parler. Puis tu sais, dans la vie, des fois, il y a des affaires, il faut que tu t'accroches sur les petites affaires qui redonnent espoir, tu sais. Bien, tantôt, je vous expliquais que pendant longtemps, je pensais que ma cousine était morte sur une chaise en plastique. Finalement, elle n'est pas morte là. Puis c'est Jacques Duchesneau qui m'a montré où elle était morte. Puis elle est morte enlacée dans les bras de Geneviève Bergeron, tu sais. Alex Ivanovitch, qui est mon dramaturge avec Annabelle Soutard. Alex Ivanovitch, qui a travaillé pendant 5 ans sur le projet Polytechnique, il connaissait super bien Geneviève Bergeron. Tu sais, ça s'invente pas. Après ça, tu fais comme ces petites affaires-là, moi, je les raconte le plus possible pour créer le contact avec les jeunes. Moi, c'est aux jeunes que je m'adresse, tu sais. Puis que je suis pas sûr que... Tu sais, je sais que j'ai eu un impact auprès des messieurs qui sont venus voir le show, tu sais, mais j'ai beaucoup plus entendu, mettons, à l'entracte. Ça marchait fort. L'entracte, là, le rideau, il se fermait, puis il y avait un décompte de 19 minutes. Le même temps. Puis là, les spectateurs, au début, le TNM ne voulait pas. Il disait, mais non, les spectateurs vont se sentir oppressés. Je fais, hey, on vient parler de Polytechnique. Je pense qu'on peut dealer avec le fait qu'ils vont se sentir oppressés. Mais ce qu'on entendait beaucoup, c'était des parents qui disaient à leur gars, tu le vois-tu, là? Tu le vois-tu? Quand on te dit là, que c'est pas le bon chemin. Puis il y en a beaucoup des jeunes hommes qui sont venus me voir après le spectacle pour me dire, hey, moi, je fraye dans ces affaires-là, puis là, tu viens de m'ouvrir les yeux. Fait que je me dis, ben, j'aurais fait ma part. Bravo. Oui. On va conclure bientôt, puis j'ai envie de vous amener ailleurs sur c'est quoi le combat féminisme un peu niaiseux que des fois vous prenez. Par exemple, je vais vous en donner un exemple. Je ne sais pas si vous savez ça, mais tous les téléphones, tu sais, les téléphones, des fois, sont gros, c'est parce qu'ils sont faits sur une main d'homme. C'est évalué sur une main moyenne d'un homme. Les masques pendant la pandémie, tu sais, des fois, ça ne fitait pas sous notre nez. C'est parce que c'est des hommes blancs qui ont été pris comme exemple, puis c'est pour ça que toutes les masques sont faites pour leur face à eux autres, puis là, oh mon Dieu, on faisait des tours à côté des oreilles pour que ça tienne.
Moi, je trouve ça Moi, c'est des fois, il y a la violence faite aux femmes, mais il y a ces petites affaires-là, je suis comme tabarnak, c'est quand qu'on va parler de ça? Je me demandais si vous, il y avait un exemple de petits moments de même. Oui. Anne-Marie? Ça me fait beaucoup penser au microféminisme. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans la salle. En gros, c'est des petits gestes du quotidien qui semblent un peu anodins, mais qui rappellent l'impact du féminisme. Bref, puis moi, un truc que je me suis rendu compte, c'est que quand on marche dans la rue, les hommes, mettons sur un trottoir qui est d'une certaine largeur, ils se tassent pas. Ils marchent en plein milieu tout le temps. Puis c'est tout le temps moi qui se tasse. Puis moi, dans la vie, je fais pas de trouble, OK? Je suis vraiment fine. Je me tasse tout le temps, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben j'arrête de me tasser. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes, j'ai l'impression, qui réalisaient, qui prenaient tout cet espace-là, l'espèce de, vous avez sûrement déjà entendu le terme manspreading, même chose dans un espèce d'autobus, désolé pour les gens à l'audio, ou dans des espaces communs, qui s'écartent les jambes de même. Ben là, les femmes, nous, on est toujours comme ça, les jambes croisées, on prend le moins de place possible, mais de la prendre la place, finalement, ça, c'est mon petit geste un peu militant, puis qui, bon, je sais pas à quel point ça fait une différence, mais moi, en tout cas, je me sens beaucoup plus empowered, puis je sens que ma place, elle est légitime, au moins, quand je fais ça. C'est intéressant, Maude. Moi, j'ai mis la hache dans la galanterie. OK. Oui, ça l'a pas fait particulièrement plaisir à mon chum, qui, par exemple, marchait toujours du côté de la rue quand on sortait marcher. Des fois, ça donne qu'on est de même, c'est pas grave, là. Mais lui, non, il me prenait puis il me mettait, tu sais, du côté où il pourra me sauver et se faire, en fait, juste lui-même ramasser par un char s'il arrive, là, parce que c'est ça qui va arriver, on va pas se mentir. Ouais. Mais le réflexe, hein, je ris pas du réflexe, soit dit en passant, il y a plein d'hommes qui l'ont. Et je venais de lire le livre, justement, Pour l'amour des hommes, de Lise Plank, dans lequel elle en parle. Et là, j'étais bien mal à l'aise, tu sais, d'y dire. Ça a pris plusieurs marches avant que je dise, hey, tu sais-tu quoi? J'aimerais ça que on s'en occupe plus là, du bord de rue là, qu'on est, là. Il dit, ben là, tu vas loin là, un peu avec ton féminisme. Là. Je suis comme, non, mais je sens que tu veux me protéger. J'ai pas besoin d'être protégée, puis je veux pas sentir que j'ai besoin d'être protégée. Il dit, ben là, faut pas capoter, là, tu sais, c'est pas grand-chose, là, puis, tu sais, j'ai OK, mais pourquoi tu le fais? Ben, pour prendre soin de toi puis te faire plaisir. Mais ça me fait pas plaisir. Ah. Ça l'a comme, c'est ça l'a pris un petit moment après, puis je comprends que c'est déstabilisant. Ouais. Hein? J'ai été très bienveillante là-dedans, mais j'ai fait ça. Et l'autre chose que j'ai fait, et vous pouvez le faire à la maison, j'ai changé la voix d'Alexa pour que ce soit un homme. Donc, c'est un homme qui nous parle maintenant. Ah, c'est désagréable, ça. il est super serviable. Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai changé Siri, puis c'est un monsieur maintenant. J'adore, parce que par défaut, c'est toujours des femmes Oui. qui sont à notre service. Hein? Donc, c'est le fun. C'est ça, c'est des petites choses niaiseuses, mais oui. C'est très bon, ouais. Moi, j'aime bien aussi m'adresser. Maintenant, j'essaie de féminiser tout. Tu sais, au lieu de le masculin l'emporte, pour moi, c'est le féminin l'emporte. Puis, je suis dans un milieu très écriture inclusive. Puis là, on essaie de comme. Moi, je suis comme. J'aime ça l'inclusivité, mais je veux que le féminin l'emporte. Fait que maintenant, quand je dis genre les Québécoises, mettons, je le dis sur les réseaux sociaux, là, c'est instantané. Plein de personnes qui font « Les Québécois! Pourquoi tu ignores les Québécois? » Je suis comme « C'est pas le fun, hein, se faire ignorer parce qu'on fait 50% de la population. » Fait que moi, je dis « Les Québécoises » à cette heure, quand je parle. Fait que ouais, je comprends tout à fait. Toi, est-ce que Jean-Marc, tu vas-tu on t'a-tu donné des idées, là? T'en as-tu déjà? T'as-tu... Pour moi, c'est le féminisme du quotidien, tu sais, je veux dire, c'est de faire un devoir d'honneur, d'être fier de regarder mes deux gars qui ont chacun leur blonde, puis de voir à quel point, tu sais, ils considèrent qu'elles sont leur égales. Tu sais, je fais comme, j'ai fait ma part, tu sais, j'ai bien agi, tu sais. Mon plus vieux, il est en appart avec sa blonde, tu sais, puis, tu sais, ils sont tellement heureux ensemble, puis quand ils se parlent, tu sais, je fais comme, hey, Chris, que c'est pas mon père et ma mère, ça, présentement. Oh. C'est beau à voir, tu sais. Je les aime, là, mes parents, mais ils viennent d'une autre génération, puis c'est moins égalitaire, mettons. Ah, c'est beau, ça. Puis, ben, j'ai envie de... C'est quoi la prochaine étape pour vous? Vous pensez du féminisme? C'est quoi la prochaine étape que vous aimeriez voir de féminisme pour le bien-être de tout le monde? Ben c'est ça.
C'est ça, en fait, c'est qu'on puisse arriver à une définition collective qui vise le bien-être de tout le monde. Puis je pense que c'est le travail qu'on doit faire là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis je pense que ça va nous amener exactement là où on doit aller si on parvient à le faire. Oui, mais tu sais, d'arriver dans un monde. Moi, je suis allé au cinéma voir Je vous salue, salope, le film de Léa de Clermont-Dion. Clermont-Dion. Et puis, tu sais, en tant que gars, là, réaliser le privilège qu'on a. Parce qu'on était deux dans la salle. Il y avait moi puis une fille. Puis la fille, quand elle a vu qu'on était deux, là, elle s'est avancée de 22 rangées en avant. Fait que là, moi, j'ai juste dit, excuse-moi, juste te dire que je suis conscient là, que présentement que je te fais peur. Tu sais, puis là, j'ai juste dit, ma cousine est morte à Polytechnique, fait que t'as pas à t'inquiéter de moi. Mais tu sais, je fallait que je trouve un moyen de la rassurer parce que tu sais, je sais que je suis privilégié d'être capable de dire en tant qu'homme, je suis écœuré de vivre dans un monde où les femmes, vous avez peur d'être seule dans une salle de cinéma avec moi, tu sais. Fait que, mais, c'est ça, du féminisme au quotidien. Anne-Marie? Et moi, je pense que ce serait que tout le monde n'ait plus peur de ce stigma-là qui vient avec le mot féminisme. C'est que les gens puissent être en mesure de se dire fièrement féministes, de comprendre vraiment l'essence de ce que c'est juste l'égalité homme-femme, puis d'essayer de se débarrasser de cette fausse image-là du féminisme qu'on a, parce que je pense qu'à partir du moment où on va réaliser que c'est ce que veut dire le féminisme, ce que veut dire l'égalité homme-femme, bien là, on va vraiment pouvoir, après ça, avancer beaucoup plus vite parce que là, on est encore en train de s'ostiner sur le mot égalitarisme et féministe. Puis là, je pense qu'en 2026, s'il vous plaît, on se dit fièrement féministe. C'est bon, ça, oui. Puis pour conclure, pour vrai de vrai, est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous aimeriez dire au public ou aux gens qui vont nous entendre à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose, un appel à l'action que vous avez envie de leur proposer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là que vous leur dites peut-être pas déjà dans pièces de théâtre, dans les réseaux sociaux et tout ça? C'est quoi avec quoi vous voulez qu'ils partent? Bien, ça va un peu à côté de ce qu'on a nommé, pas directement dedans, mais j'ai réalisé dans les dernières semaines, en jasant avec beaucoup de monde, à quel point on peut adopter un comportement féministe par rapport à soi-même dans le quotidien. Je donnais une conférence sur la charge mentale cette semaine, puis je disais, tu sais, une des façons d'alléger la charge mentale, c'est de se faire passer en premier. C'est de devenir l'amour de ta vie plutôt que de t'occuper en permanence de l'amour de ta vie et de te traiter comme tel. Et si aujourd'hui, toutes les femmes étaient capables de se traiter comme l'amour de leur vie, le féminisme serait déjà ailleurs parce qu'il y a un paquet de choses qu'on n'accepterait jamais pour l'amour de notre vie, qu'on n'accepterait plus non plus si c'était nous. Donc, je pense que ça fait aussi partie du travail qu'on a à faire, de devenir féministe dans ce qu'on est au quotidien, dans les gestes qu'on pose, mais pas à propos des autres, d'abord à propos de nous-mêmes. Et je pense que le reste a une grande chance de suivre aussi. Voilà. Bon. Anne-Marie? Moi, mon message est surtout pour les femmes. Mesdames, exigez un orgasme cette semaine. Vous le méritez. Les relations sexuelles sont extrêmement phallocentrées et homocentrée. Donc, une relation sexuelle classique se termine par une éjaculation, toujours. Et donc, le plaisir de la femme est toujours optionnel. Donc, s'il vous plaît, mesdames, commencez le féminisme dans votre intimité, dans votre couchette. Et n'hésitez pas à exiger un orgasme. Vous n'êtes pas exigeante. C'est la maudite base. Très bon. Oui. Jean-Marc? Moi, je demanderais, en fait, aux gens de ne pas avoir peur d'être plus vocal parce que, surtout auprès de vos élus. Parce que c'est un problème qui nous concerne tous, puis de toute évidence, ils ne sont pas si tant que ça pressés de faire changer les affaires. Tu sais, le projet Polytechnique m'a ouvert bien des portes, là, dont celle du premier ministre du Québec. Puis j'y ai donné mon livre en main propre, puis il m'a dit « Je te promets, je le lis, puis je te rappelle. » Mais au 6 décembre dernier, c'est à Montagne, là, quand j'ai fait François, hein, il y a un an, je t'ai donné mon livre, tu m'as promis que tu me rappellerais. Là, mon oncle François, il n'était pas content de se faire taper ses doigts par Jean-Marc. Là. Et il a roulé des yeux solides, puis il s'en calissait. Fait que, puis tu sais, Drainville, en tant que ministre de l'Éducation, il y a à peu près une vingtaine d'élus qui ont écrit devant moi pour dire « Faut que tu lises Projet Polytechnique, puis tu rencontres Jean-Marc puis Marie-Joanne. »
Puis, je vais me rappeler, là. Fait que, mais exiger, puis ça, je le fais dans les écoles, je le dis aux jeunes hommes et femmes, surtout aux jeunes filles, c'est pas parce que vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de voter, que vous n'avez pas le droit de débarquer dans le bureau de votre député pour dire « il faut que les affaires changent ». C'est bon, Let's oui. go. Ben, un gros merci aux invités. Je rappelle vos noms pour que tout le monde puisse vous suivre également. Donc, Anne-Marie Gagné, tes réseaux sociaux, on te suit Poétrie Panacée. Est-ce qu'on te suit autre chose? As-tu d'autres projets? Poétrie Panacée. Les réseaux sociaux, on verra. Maude Michaud, tes réseaux sociaux aussi, ton balado guerrière. Tu as plein de livres aussi. Autre chose à plugger? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Jean-Marc Dalphon, ton livre, Projet Polytechnique. Autre chose? Non, il y a plein de livres. Achetez-les à la tonne, qu'on devienne un vrai de vrai best-seller, puis là, tout le monde le lise, puis là, tout le monde fasse « Oh mon Dieu, il faut qu'on devienne féministe, c'est important. » Yes! Donc, on peut applaudir les invités. Un gros merci à la technique. Merci aux organisatrices pour ce bel événement qu'on peut applaudir encore une fois. Merci au Comité de la Journée internationale du droit des femmes de la MRC de Drummond. Il y a aussi les organismes qui ont participé à l'élaboration de cette soirée qui sont à l'extérieur. Il y a des kiosques si jamais vous voulez les visiter. Moi-même, à l'animation, j'étais Coralie Laperrière. Je suis humoriste et également animatrice du podcast Farouche, si vous voulez entendre parler encore plus de féminisme après ça. Et Des applaudissements pour Coralie, Ah, d'ailleurs, pour son animation. Merci beaucoup. Merci. Et on va terminer avec un autre extrait du recueil de textes comme je vous ai lu au début, donc de Génération engagée. Et on va se terminer sur ces mots de Allison. Je voudrais commencer par te parler de mon féminisme à moi. Il existe et renaît à chacune des injustices et des excès de violence, ou même lorsqu'il se glisse sournoisement dans une décision juridique ou administrative. Le féminisme est pour moi comme un sentiment à part que j'ajoute à la joie, à la colère, à la tristesse et à l'espoir, parce qu'il est un mélange de tout ça et en même temps, il vient chatouiller une partie spéciale de mon cœur, cette partie qui n'appartient pas qu'à moi, mais aussi à toutes les femmes qui m'ont précédée, comme un ordre de vigilance universelle qui m'aurait été mis entre les mains, une responsabilité envers les femmes qui vont passer après moi. J'ai énormément de gratitude pour toutes ces femmes qui se sont battues, ont risqué leur vie et la risquent encore, au nom de l'égalité des sexes, au nom du respect, finalement, au nom de l'amour. Les hommes et les femmes souffrent ces temps-ci, autant les uns que les autres, à leur manière. Les temps sont durs partout, il est temps de s'asseoir tous autour du même feu et de discuter de la façon dont on veut vivre ensemble, définir à quoi pourrait ressembler ce nouvel ensemble. Bonne soirée tout le monde!